G-Star, Caporal, Illis, tout ça c'est des marques qu'on voyait partout quand j'étais plus jeune et pourtant aujourd'hui elles ont complètement disparu. À moins que... Bon, on commence avec l'histoire d'un énorme banger des années 2000, c'est Illis. Pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, je pense que vous avez peut-être pas connu ça, mais pourtant c'était une dinguerie. En tout cas, quand j'étais jeune, on en voyait partout. C'était une paire de chaussures, une paire de sneakers, où il y avait une petite roulette intégrée, où d'un seul mouvement, tu pouvais comme enclencher ou désenclencher ta roulette, et tu pouvais passer juste d'une paire de chaussures à une paire de rollers. Et je me souviens voir plein de potes à moi, je sais pas, ils me parlent, ils marchent, d'un coup, ils se mettent à faire du roller comme ça, c'était un peu chelou. Mais ça, clairement, ça a marqué toute une génération. C'est un produit qui a inondé les rues au milieu des années 2000 et finalement il est un petit peu reparti aussi vite qu'il est arrivé. 1998. Roger Adams, le mec que vous voyez à l'écran, il est en vacances, il se balade et il voit ça. À ce moment précis, Roger il est envahi d'un sentiment de nostalgie, le fameux bon vieux temps qui reviendra jamais et ça le rend triste. Ce petit sentiment de nostalgie qu'on ressent tous de temps en temps et c'est complètement normal, chez Roger il est encore plus fort parce que dans sa vie de tous les jours, il est vraiment malheureux. Et pour comprendre pourquoi il est malheureux, en fait, il faut remonter un peu dans le temps. Quand il était enfant, Roger il voyait ses parents s'amuser au quotidien dans leur travail et tout ça en fait ça créait chez lui une vraie ambiance positive dans laquelle il a grandi, qu'il plongeait en fait dans une sorte de bonheur quotidien où tout allait tout le temps bien. Et pourquoi ses parents ils étaient aussi heureux au quotidien? Simplement parce qu'ils aimaient leur travail vraiment profondément. Et quand tu fais ce que t'aimes, le quotidien il est différent. Ses parents en fait ils possédaient un roller rink, c'était le Adams Tacoma Rollerball, d'ailleurs c'était dans le Pacific Northwest, qui je pense est un des plus beaux endroits sur Terre. Si demain je vis là-bas, je fais ce que j'aime, franchement, je pense que je suis heureux. Et du coup, en fait, toute son enfance, Roger, il a fait du roller, il baignait là-dedans avec ses parents, et il était heureux. Et ce sentiment d'être foncièrement heureux, une fois qu'il est devenu adulte, il l'a complètement perdu. Ça, c'est un vrai problème. Du coup, pour Roger Adams, le roller, c'est vraiment une partie de sa vie. Il a d'ailleurs appris à en faire à l'âge de 9 mois. Personnellement, moi, à 9 mois, à part me faire caca dessus, je faisais pas grand-chose. Lui, il faisait du roller. Et d'ailleurs, il en faisait certainement mieux à 9 mois que moi aujourd'hui à 25 ans. C'est dire le niveau du petit. D'ailleurs, Roger Adams, c'est le recordman dans le Guinness Book des records du plus jeune pratiquant de roller. Voilà, en même temps 9 mois, bon, je peux comprendre que soit ça relève de l'exploit jusque là. Sauf que Roger, il a grandi, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que ses parents, ils étaient heureux, mais ils étaient pas très riches. Et lui, il avait envie de se faire de l'argent. Donc il s'est dit, je vais pas suivre la voie de mes parents en travaillant dans des roller rinks, mais je veux devenir psychologue, comme ça je vais gagner plus d'argent, et il s'est même spécialisé dans les cas graves, comme ça il pouvait gagner encore plus d'argent. Le problème, c'est que le temps passe, et Roger, en fait, ce métier-là, aussi intéressant soit-il, ça le rend malheureux. Au quotidien, il rentre chez lui, il est blasé, il aime pas son métier, globalement il aime pas sa vie. On revient avec Roger en vacances, du coup il est posé, il observe un peu ce qui se passe et qu'est-ce qu'il voit? Des gens en train de se balader, faire du vélo, faire du skate et faire du roller. Il a une pensée d'un coup comme ça, il se dit, ce serait cool si j'avais une solution où je marche comme ça, je me balade le long de la plage et d'un seul coup, j'ai envie de faire du roller. Mais je ne vais pas rentrer chez moi, enfiler mes rollers et aller faire du roller, re-rentrer chez moi, enfiler des baskets et aller me balader à pied. J'aurai une solution directement intégrée sur moi où d'un seul coup, je peux passer de la marche au roller et repasser du roller à la marche. Moi, le premier, j'aime bien me balader à pied, puis des fois, j'ai peut-être envie d'aller plus vite. Donc là, avoir des rollers, ça pourrait être bien. Donc la solution qu'imagine Roger, elle est trop intelligente. Je pense que vous voyez le truc venir. Roger, il rentre à la maison et on sait pas trop pourquoi, il est obsédé par cette idée. On a, je pense, tous un jour vécu ce truc où d'un seul coup on a une pensée un peu comme ça, un peu con comme ça qui arrive, on sait pas trop quoi en faire, mais on rentre à la maison, on y pense. On va se coucher, on y pense. On se relève le lendemain matin, on y pense. C'est le cas de Roger avec cette espèce d'hybride entre paire de chaussures et roller. Ça l'obsède tellement Roger qu'il va dans son garage, il chope une vieille paire de Nike et il essaie de créer ce truc là. Une espèce de paire de chaussures, on aurait une roue de skate intégrée. Donc il prend un couteau, il le chauffe, il découpe sa semelle, il intègre une roue de skate. Il a un espèce de truc qui ressemble à des chaussures roller. Alors, le premier truc à noter, c'est que déjà, il est fort, Roger, parce que moi, j'ai beau penser à un truc comme ça, je pourrais pas le faire, parce que le seul truc que je sais faire de mes mains, c'est jouer à la play, pas créer des trucs en découpant des semelles. Mais là, Roger, il est encore plus chaud, c'est qu'il se dit, ok, je l'ai créé, maintenant, je vais aller l'essayer. Il l'essaie, c'est pas ouf, ça tient pas bien, il se casse un peu la gueule, il se fait des pizzas sur les genoux, mais il remonte et il réessaye, et il se relève et il réessaye. Et il reprend une autre paire, il découpe, il refait un modèle. En tout cas, il essaie d'améliorer un prototype pour réussir à créer son idée. À un moment donné, il se dit, en vrai là, ce que j'ai créé dans mon garage, c'est pas mal. J'ai des pizzas sur les genoux, mais c'est pas mal. Et d'un seul coup, il se dit, en fait, je vais juste essayer de vendre ce produit-là à une marque. Ambition totale. Mais franchement, pourquoi pas? Il arrive à avoir un contact chez Skechers, il va leur présenter l'idée, et voici la réponse de Skechers. Roger, il est dégoûté. Mais pas de la manière où il est abattu et il baisse un peu la tête et il se dit « Ouais, je suis dégoûté, mon rêve ne deviendra jamais réalité. » Mais il est plus dans un état d'esprit où il se dit « Ah bon, vous voulez pas de mon idée ?»
et bah je m'en fous, je vais le faire tout seul. Donc la chose qu'il va faire, pardonnez-moi le langage, mais il va porter ses couilles, il va aller toquer à des portes, aller voir des fonds d'investissement et présenter son projet. Alors c'est pas un succès direct, il se prend plusieurs noms, mais à un moment, il sent que ça commence à accrocher, qu'il va potentiellement pouvoir lever des fonds pour vraiment créer ce produit-là et le vendre à grande échelle. Et un jour de mai 2000, il obtient l'accord de Capital Southwest pour avoir une levée de fonds de 2,4 millions de dollars. Ça y est, Roger va pouvoir vraiment donner vie à son idée qu'il a eue quand il était en vacances. Terminer les rendez-vous psy où il rentre déprimé à la maison, aujourd'hui son quotidien ça va être de créer son propre projet. Et son propre projet, il a décidé de l'appeler Illis. Alors ok, Roger Adams, il a l'argent, mais c'est pas si simple que ça. En fait, quand un fonds d'investissement prend des parts de ta société et te donne des fonds, il y a quelques règles à respecter, et notamment des règles business. Et en fait, chez Capital Southwest, ils se rendent compte que Roger Adams, c'est un peu un fou, il a plein d'idées, il est vraiment intelligent, mais il est très intelligent pour créer des produits et même presque sur cet aspect un peu ingénieur. Par contre, d'un point de vue business, faut pas que ce soit Roger qui gère, sinon c'est risqué. Parce qu'en fait, Roger, il est un peu considéré et vu comme quelqu'un d'émotif et un peu impulsif, et dans le business, l'émotivité et l'impulsivité, ça fait pas bon ménage. Du coup, ils vont nommer un CEO et ça va être Mike Staffaroni. En gros, Roger va développer les produits et Mike Staffaroni va juste gérer la partie business. 4 mois plus tard, on a déjà 30 000 paires de Illis prêtes à être vendues. Ça, c'est assez fou, c'est rapide. Le truc, c'est qu'on est dans les années 2000. Et dans les années 2000, c'est pas aussi simple que maintenant où on fait un peu de marketing et communication, on ouvre un site e-commerce en ligne et on vend nos produits. C'est un petit peu plus complexe. Parce qu'à cette époque-là, en fait, le e-commerce n'est pas vraiment développé. Et pour faire connaître son produit, il faut passer par des distributeurs, type Footlocker notamment. Du coup, il y a un gros travail qui est fait pour proposer les Illis aux distributeurs. Et tous les distributeurs, ils voient l'idée arriver et ils se disent « Waouh, c'est un truc frais, c'est nouveau, il y a un vrai potentiel. » Et le truc qui est fou, c'est que les 30 000 paires partent d'un coup chez différents distributeurs et elles vont être vendues à côté de paires de Nike, Reebok, Adidas, etc. Immédiatement, banger commercial. Tout le monde en raffole, les 30 000 paires en stock chez différents distributeurs, elles font pas long feu. Et chez Illis, ils sont refaits parce qu'ils se disent waouh, incroyable, lancement réussi, c'est parti, autoroute du succès, on va bombarder. Il y a une stat qui est assez folle, c'est la première année de commercialisation de Illis, tous les mois, les chiffres de vente triplaient. Donc en gros, premier mois, 30 000 ventes, deuxième mois, 90 000 ventes, et ainsi de suite. C'est des stats qui sont complètement incroyables. Le pari, il est réussi, tout le monde veut des paires de Illis, et on arrive en 2006, et là... ça commence à devenir une histoire un peu différente pour Illis. En fait, ça marche tellement bien que la marque va être valorisée pour pouvoir être introduite en bourse. Et la valorisation maximum arrive à un pic de 1 milliard de dollars. Franchement, c'est une dinguerie. Hein. Des boîtes qui tapent les 1 milliard de dollars de valorisation, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Je suis pas du tout spécialiste en business et investissement, mais de ce que j'ai pu voir, c'est quand même un événement, surtout au milieu des années 2000, pour une paire de chaussures, enfin une marque de paire de chaussures, c'est assez énorme. Le problème, c'est que on va commencer à justement avoir un problème. En fait, l'image de Illis commence à se dégrader et les ventes, tranquillement mais sûrement, commencent un petit peu à baisser. Et après une valorisation boursière de 1 milliard de dollars, c'est pas vraiment le meilleur timing. Comment l'image de Illis peut commencer à se dégrader? En fait, simplement parce que la marque commence à être considérée comme dangereuse. Les gens commencent à trop se faire mal en Illis. Il y a des plaintes qui sont déposées contre Illis du fait que les produits sont considérés comme dangereux et que c'est à cause des paires de Illis que des clients se sont cassés une jambe, cassé un bras ou même plus grave, j'en sais rien, fait des commotions cérébrales, etc. En même temps, j'imagine les gens, ce qu'ils ont dû faire avec ces produits-là, ça devait être n'importe quoi. On arrive à un moment où c'est tellement dangereux, il y a tellement d'accidents que les écoles et les centres commerciaux vont interdire de porter des Illis. Et si on remet les choses dans notre contexte, quand on est un enfant au milieu des années 2000 et qu'on peut pas porter la paire à l'école ni dans les centres commerciaux, en fait, on peut porter la paire nulle part. Donc finalement, nos parents, ils vont jamais nous acheter des Illis. Surtout si la marque a une image dangereuse. Et forcément, si les parents n'achètent pas, Illis, c'est ciao, ils vont plus faire d'argent. Alors à ça, Illis va tenter de faire deux choses. Déjà, ils vont tenter de faire une campagne de sensibilisation pour montrer, prouver que la marque n'est pas dangereuse. Ça marche pas. Et ils vont aussi tenter de rajeunir leur cible, essayer de viser plutôt les adolescents un peu plus matures, entre guillemets, peut-être du 15-17 ans, plus que du 8-10 ans. Le problème, c'est que quand t'as entre 15 et 17 ans, t'as pas forcément envie d'acheter et de porter une paire que potentiellement ton petit frère de 8 ans veut porter. Et à partir de là, c'est un crash monumental. La marque Illis va commencer à se casser la gueule comme jamais. Et Roger, ça, il le vit super mal. Il est hyper affecté parce que pour lui, ça avait été vraiment une fusée d'un coup. Il lève des fonds, sa marque marche, il se fait beaucoup d'argent, il voit son produit partout dans la rue, il voit même Usher avec des Illis dans un clip, c'est dire. Et d'un seul coup, ça marche plus, il se tape des procès, bref, c'est la merde. Et ça, il le vit très mal. Alors, il prend 26 millions de dollars qu'il a gagné grâce à l'introduction en bourse et il disparaît. Genre vraiment, personne sait où il est, même Mike Staffaroni, il sait pas où est Roger. Il veut plus entendre parler d'Illis, il est sur une île, on sait pas trop où. Et en fait, le navire, il est un peu perdu en mer comme ça. Illis,
patauge, c'est un peu la merde. Au bout d'un moment, il revient, mais ça s'arrange pas du tout. Et en 2008, là, c'est vraiment très compliqué, à tel point que Mike Staffaroni, le CEO, il n'en peut plus, il décide de partir, et Roger, il prend le même chemin, il vend ses dernières parts de la société, et il s'y casse. Et le problème, c'est que du coup, on se retrouve sur une marque qui a une idée un peu originale de base, mais où on n'a plus le mec qui gère le business depuis le début, ni le gars qui accessoirement a inventé le produit. Et du coup, on a le bateau Illis qui commence à être dirigé par des gens qui n'ont pas créé le projet, qui n'ont pas connu l'essence même de la marque, et qui du coup vont commencer à faire n'importe quoi, et qui vont simplement faire couler le bateau. Et malgré un rachat pour un peu sauver les meubles, Illis se perd complètement, et ça fonctionne plus. Et jusqu'à maintenant, en fait, il y a eu zéro évolution. À un moment donné, on a une petite hype sur TikTok qui a fait vendre quelques produits, mais on peut clairement dire que si Illis vend encore des produits sur son site et sur Amazon, c'est plus de la survie que du développement de marque, parce que concrètement, en fait, depuis le lancement de la marque et l'explosion qu'il y a eu, on n'a plus vraiment jamais entendu parler d'Illis. Pour moi, Illis, c'est le bon exemple d'une marque qui a été très à la mode d'un coup, qui est devenue un phénomène de société, mais qui a presque été un peu victime de son succès, on pourrait dire, et qui finalement est redescendu aussi vite qu'il est arrivé. Et pour moi, c'est pour ça que c'est hyper dangereux d'être une marque où on est mis sur le devant de la scène et on explose très très vite, parce que généralement, ce qui est tendance très très vite, en fait, ça retombe aussi très très vite. De mon côté, j'ai jamais eu de paire d'Illis parce que mes parents me l'avaient jamais autorisé. J'avais plein de potes qu'on avait, j'étais comme un ouf, je faisais chier mes parents pour en avoir, mais j'ai jamais eu le droit simplement parce qu'ils me disaient que c'était trop dangereux. Et finalement, en fait, le vrai problème qu'a eu Illis, j'y étais un peu confronté, parce que moi je voulais des Illis, mais mes parents voulaient pas. Et ce que je peux dire, c'est que, merci papa, maman, parce que je pense que si j'avais porté des Illis, je serais même pas en train de vous parler en ce moment, je pense que je serais décédé, ou alors que j'aurais une chico en moins, je sais pas. Mais quand je vois comment déjà là, à mon âge, j'ai du mal des fois à tenir debout, heureusement, mes parents, heureusement, vous m'avez interdit ça. Sinon, ça serait tellement mal passé pour moi. La deuxième marque de cette vidéo, on va la commencer en fermant les yeux. Voilà, il faut fermer les yeux, ok. Vous êtes concentrés, on est bon. Imaginez-vous en 2011, ok. On se prépare pour aller au collège, et là, on va voir notre mère et on lui demande « Maman, est-ce qu'elle est propre, ma veste ?» Ta mère te répond « Oui, mon loulou, elle est sur la table, va voir. » Tu descends les escaliers, tu vas vers la table, et là, tu tombes sur ça. Oh, le flashback de fou furieux. G-Star, c'est un incontournable de la fin des années 2000, début des années 2010, et pourtant j'ai l'impression que ça a disparu. Enfin, c'est ce que je pensais avant d'avoir fait les recherches pour la vidéo. Amsterdam, 1989. L'histoire commence ici. Ce mec que vous voyez à l'écran, Jos van Schilberg, il va créer une marque de jeans. Ça s'appelle Gapstar. L'idée de base, c'était de devenir un expert du jean sur un segment un peu haut de gamme, comme pouvait l'être Diesel à l'époque. Le problème pour Jos, c'est qu'en fait, quand sa marque commence à marcher, tout le monde la confond avec Gap, qui était hyper, je vais pas dire hype à l'époque, mais en tout cas, Gap, c'était une chaîne de magasins qui était hyper réputée. Et du coup, les gens voient Gapstar, Gap, ils savent pas trop ce que ça veut dire, et souvent, ils confondent les deux. Du coup, Jos van Schilberg, ça le saoule un peu, il décide d'abandonner le nom Gapstar, et il va créer G-Star. Le temps passe, la marque marche plutôt bien, et on arrive en 1996, où la marque va prendre un virage, et ils vont décider vraiment de se spécialiser sur un traitement de jean, le raw denim. En fait, la plupart des jeans qu'on achète et qu'on porte, ils sont hyper traités, lavés, même pré-usés, avant que nous-mêmes on les use à travers le temps, parce que c'est comme ça qu'en fait on a l'habitude de porter des jeans. G-Star, ils vont observer ça et ils vont se dire, ok, on va prendre ce truc-là à contre-pied et on va commencer à vendre des jeans complètement bruts. On récupère la matière, on l'assemble, on crée notre coupe de jean quoi, mais la matière en elle-même, on n'y touche pas. C'est plutôt malin parce que ça les démarque et G-Star va commencer à vendre de plus en plus de jeans régulars, bruts, raw, denim. Et ils vont avancer comme ça, tranquillement. Ça marche bien, ils font leur vie et ils sont contents quoi, la marque se développe tranquillement. Et grâce à ce parti pris et au fait aussi qu'ils commencent à développer de plus en plus de gammes de vêtements en général, donc casquettes, t-shirts, pulls, chemises, etc., G-Star, ils vont commencer à se faire une vraie réputation solide. Et il y a un truc qui va encore plus renforcer leur réputation, c'est leur cargo. Alors, leur cargo, ils ont hyper mal vieilli. Mais pour l'époque, c'était un banger, tout le monde en voulait. Et j'ai une pensée pour mon gars Ricky, qui est un ami d'enfance. Les cargos et G-Star, limite, ils allaient fusionner avec sa peau. C'était son truc, il était matrixé par ça. J'étais amoureux de G-Star, gros. Tu te souviens, frérot? J'avais un cargo G-Star beige. J'avais le même en kaki, le même en noir. Gros, à l'époque, ces cargos, gros, ils coûtaient 140 balles, gros. C'était un délire, gros. Putain, tu te souviens de ça? Et je me souviens très bien de ce genre de produit. Mais voilà, force est de constater qu'aujourd'hui, en 2024, ça n'a pas super bien vieilli en vrai. Le truc, c'est que ça marche bien, même très bien. Et à partir du milieu des années 2000, on commence à croiser du G-Star partout dans les rues. À tel point qu'entre 2008 et 2011, ils vont avoir leur propre défilé à la Fashion Week de New York. Et c'est une réussite, hein, parce que pour une marque qui se veut premium et qui vend des produits,
Je vais pas dire plutôt cher, mais quand même, on était au milieu des années 2000 et on avait des pantalons qui sortaient entre 100 et 200 euros. Donc aujourd'hui, même en 2024, ça pourrait être considéré comme cher, je vous laisse imaginer à l'époque. Jusqu'au point le plus culminant où en 2013, ils vont construire leur propre QG aux Pays-Bas et ils vont construire ce bâtiment. Je trouve qu'il est magnifique. Ce bâtiment, le siège là, juste après la phase un peu Fashion Week, ça vient asseoir le statut de la marque. Il en impose, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour moi un peu le symbole d'une marque qui a réussi. Et à partir de ce moment-là, j'ai un problème, c'est que j'ai plus rien à vous raconter. Il se passe plus rien. Ils vont tenter une collaboration avec Pharrell Williams en 2014 et c'est hyper malin parce qu'on a une époque où Pharrell Williams c'est un pic de hype. Déjà dans la mode parce qu'il a fait Billionaire Boys Club, il a travaillé sur Human Made, il a travaillé beaucoup avec Bape, aussi sur son projet Ice Cream. Et en même temps, il sort d'une année où il a sorti Blurred Lines et Happy, c'est genre le mec qui passe partout avec une image cool, etc. Donc on pourrait se dire que c'est un banger, d'autant plus à une époque où c'était vraiment la recette qui marchait de s'associer à un rappeur en vogue, en tout cas un artiste en vogue, et de créer des collections avec lui. Ça va flop complètement et en même temps je vous laisse regarder les créations, c'était nul à chier, hein. Franchement on va pas se mentir. Donc cette collab avec Pharrell, échec total, c'est moche, ça vend pas, c'est zéro. 2 ans plus tard, en 2016, Pharrell Williams va devenir copropriétaire de la marque et c'est à ce moment-là, moi, que j'ai été soulagé parce que ce que je vous ai pas dit depuis le début de la vidéo, c'est que personnellement, c'était une marque dont j'étais fan. Pour moi, G-Star, c'était une marque qui avait du potentiel, qui pouvait faire quelque chose de bien. Juste, tu sais, ils ont le potentiel, mais ils font pas bien. J'y croyais. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, ils vont sauver G-Star. En 2019, ils ont une idée qui peut changer la marque, qui peut leur permettre de donner une nouvelle dynamique. Ils vont trouver une égérie avec un charisme et avec une image qui fait que ça va tout changer et que ça va redynamiser G-Star. Et pour ça, ils ont choisi Max Verstappen. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi mauvais. Alors Max Verstappen, j'ai rien à dire, légende de la Formule 1, pilote de fou, mais habillé comme ça, on dirait un baqueux raciste. Désolé les gars, c'est la vérité. Bon, ils ont appris de leurs erreurs. 2021, ils reviennent avec un nouveau projet, des NFT. C'est pas possible, c'est du sabotage là à ce niveau-là. Et l'année dernière, ils ont été rachetés par un gros groupe d'investissement parce qu'en fait, financièrement, ça va pas du tout. La santé financière, le business de G-Star fonctionne pas très bien. Alors ils continuent d'essayer des choses. Là, ils ont engagé Burna Boy comme égérie. Bon, ils ont fait un clip en collaboration. Il y a des choses qui sont faites, hein, ça bosse. Mais le problème, en fait, c'est que d'un point de vue créatif, les produits, on est resté en 2013. Et c'est un vrai souci parce que la base du truc, c'est quand même de vendre des vêtements. Et si t'es pas capable de te renouveler, de pas rester figé dans le temps et justement d'essayer d'être dans l'air du temps à proposer des couleurs qui sont peut-être un peu plus tendance en ce moment ou de trouver des choses, en tout cas, de s'adapter dans l'époque dans laquelle on vit, bah en fait ton business il meurt. Et là, c'est ce qui est en train de se passer avec G-Star parce que bien que ils collaborent avec des artistes qui ont encore des fonds injectés. Pour moi, les fonds d'investissement qui vont venir injecter de l'argent, ça va pas durer éternellement. Et personnellement, je pense qu'il reste quelques années max à la marque si ça continue comme ça. Je reviens sur mon époque collège, il y avait une marque de jeans que je voulais porter tout le temps, c'était Caporal. Caporal, les gars. Incroyable ou pas? Moi, j'ai déterré un truc là. Caporal, pour moi, ça a disparu à partir du moment où je suis arrivé au lycée, donc en 2013. 14 et un jour je suis tombé sur ça et là je me suis dit non, dites-moi pas que c'est pas vrai, non. Ah, le flow négatif, c'était gravissime. Bon, pour comprendre comment on a bien pu en arriver là, on va remonter en 1979. Et cette fois-ci, on va pas parler d'un créateur, mais d'une famille, c'est la famille MCLM. Cette famille, elle vient de la région de Marseille, et elle est réputée pour avoir une marque qui s'appelle MCLM, qui est spécialiste du jean. Ça marche pas trop mal, ils ont un succès qui est correct, et ils commencent à être distribués un peu partout, notamment dans des enseignes comme Sport 2000, c'est une marque très grand public. Mais à un moment, ça marche presque un peu trop bien, au point où ils vont avoir une offre de rachat que la famille va accepter. Forcément, tu montes une marque, le projet marche bien, tu travailles dur, si on te propose de racheter ta boîte, la question se pose. La famille MCLM va accepter et ils vont céder la marque MCLM. Le souci, c'est que cette vente, elle plaît pas du tout à un des fils de la famille, Laurent MCLM. En fait, lui, il est déçu parce qu'il voulait absolument continuer à travailler sur ce projet-là. Du coup, il se dit, bah tu sais quoi, en vrai, ils ont vendu leur marque, bah, je vais créer la mienne. Et du coup, en 2004, il va créer Caporal. Quand je prononce le mot Caporal, j'ai des flashbacks de moi au collège. C'est gravissime. Ça me fait quelque chose de bizarre, je vous jure les gars. Bon, Laurent, ce qu'il sait faire, lui, c'est des jeans. Donc il va commencer Caporal en faisant des jeans. Et pour moi, avoir eu pas mal de jeans Caporal quand j'étais au collège, c'était pas des mauvais produits, hein, franchement. Du coup, il va ouvrir son premier magasin à Aix-en-Provence et franchement, directement, ça va bien marcher. Laurent, il va commencer à vendre pas mal de jeans et même plus globalement avec le temps de vêtements Caporal. Bon, Caporal s'est lancé, ça marche bien. Laurent fait son petit bout de chemin, comme dirait ma mère après 2 coupes de champagne. Et en 2007, 3 ans plus tard, bah, c'est quand même un plutôt bon succès.
puisqu'il est vendu dans plus de 60 points de vente en France, c'est pas rien. Et pour moi, ce truc de distributeur, c'est ce qui a fait la force de Caporal, parce que j'ai pas de souvenir que cette marque-là ait énormément communiqué à l'image d'un Illis par exemple, mais elle était tellement bien distribuée, on la trouvait tellement partout, qu'en fait ça a alimenté un peu les ventes et ça a alimenté aussi cet effet de mode qu'on avait, parce que pour le coup c'était vraiment un effet de mode. Et en fait ils vont marcher sur l'eau, la marque va petit à petit devenir une des marques références en France à cette époque-là. Le succès commercial il commençait à être tellement dingue que Laurent MCLM en 2012, il dit à ses équipes ok, ça marche bien, mais cette année il faut que ça marche encore mieux. On va cibler un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Alors, 100 millions d'euros, ça peut être complètement dingue, comme en même temps, ça peut être un chiffre d'affaires normal pour certaines boîtes. C'est vraiment prendre un chiffre comme ça, on peut lui faire dire un peu ce qu'on veut. Mais, remis dans son contexte, à cette époque, sur le marché français, à vendre des vêtements qui ciblent surtout les ados et jeunes adultes, c'est vraiment bien, c'est très très bien. Donc quand on voit ça, on pourrait croire que Laurent, il est hyper content, il croit en ses équipes et il se dit, voilà, je suis capable de le faire. C'est une étape qui doit arriver dans la vie de Caporal. Ouais. Sauf que Laurent, il avait sa petite idée. Et sa petite idée, c'était quoi? C'était de faire un maximum de chiffre d'affaires pour pouvoir revendre Caporal le plus cher possible. Et ça n'a pas raté, parce qu'un an plus tard, Laurent MCLM met la marque Caporal en vente. Ce qui est assez marrant, c'est que ça montre à quel point, quand tu es à la tête d'une entreprise et d'un business, les mouvements financiers peuvent vraiment impacter ton développement. Parce qu'on part d'un mec qui est dégoûté que sa marque familiale soit vendue, qui va du coup créer la sienne pour finalement la revendre à son tour. Comme quoi, quand tu es vraiment au cœur du projet et que tu travailles le produit pur, c'est quand même un angle différent, un point de vue différent que quand tu gères la finance. Parce que mon gars, quand tu crées Caporal et qu'on te dit bon, on peut te racheter ça pour plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, directement, t'as pas le même discours. Et c'est normal, hein. Moi le premier, je crée une marque, je suis passionné de mon truc, tu viens, tu me proposes 80, 90 millions pour acheter ma marque, je vais pas te mentir, je vais sûrement te la vendre. Ce qui devait arriver arriva. 2013, Caporal est vendu au fonds d'investissement Towerbook et à partir de là, en fait, c'est une descente aux enfers. Pour moi, une marque de vêtements, c'est vraiment raccord avec l'identité et ce qu'imagine son créateur, ce qu'a voulu développer son créateur. Et quand on a plus le créateur de la marque de vêtements aux commandes, je vais pas dire tout le temps parce que ce serait faux, mais on va dire 9 fois sur 10, ça sent pas trop bon pour la suite de la marque. Chaque année à partir de là, Caporal va afficher un résultat en baisse et ça pour deux raisons. Premièrement, comme je disais juste avant, une marque c'est pas juste des ventes et des recettes, c'est aussi une âme, une vision, et la vision de Laurent elle était plus là. Faut pas oublier que la vision de Laurent c'est la vision d'un mec qui est né dans une famille qui faisait déjà du jean et du vêtement. C'est pas rien. Le fonds d'investissement qui est revenu derrière a beau placer n'importe qui, il aura pas la vision de Laurent et c'est normal. Et ensuite, le problème de Caporal, c'est un peu le même que G-Star. Ils n'ont jamais su se renouveler. Ce qu'on voit de Caporal à travers le temps en 2014, 2015, 2016, c'est la même chose qu'on voyait en 2008, 2009, 2010. Et ça, c'est impossible. Il faut savoir vivre et évoluer avec l'air du temps. Et là, on a juste une marque qui reste bloquée en 2010, 2011 et qui avance pas, qui évolue pas vraiment. Sauf que vous le savez comme moi, les tendances, ça évolue vite. Les coupes des vêtements, les visuels, les couleurs, c'est très très vite et toujours plus en plus vite. Si par exemple là j'étais une marque et je restais bloqué sur ce qui était tendance il y a 4 ans, en 2020, au moment du confinement par exemple, c'est sûr que je serais hors sujet. C'est ce qui s'est passé pour Caporal. Enfin bref, on rentre dans un espèce de trou noir où moi à partir de ce moment-là, c'est le blackout, j'entends plus du tout parler de Caporal. Jusqu'au jour de 2019 où je me réveille, j'ouvre Twitter et je vois une collaboration entre Caporal et l'Olympique de Marseille. Dimitri Payet, mon ami, t'es un grand joueur de foot. Tu marques des coups francs incroyables, moi à l'époque West Ham et tout, magnifique. Mais le flow que t'avais en Caporal, impossible. Et le pire, c'est que je me dis, chez Caporal, ils se sont dit, on va prendre des joueurs de l'OM, on va leur faire porter ça. La direction communication et marketing de l'OM s'est dit que c'était une bonne idée. Alors oui, dans le fond, on a une marque qui vient de Marseille, l'identité, etc. Mais c'était nul. Désolé, c'était nul. Je me permets de juger. Pour moi, en fait, c'est simplement le move d'une marque qui est gérée par des personnes qui comprennent pas ce qui se passe dans la mode et encore moins ce qui se passe auprès de leur cible et ce qu'elle aime consommer. Bon, en dehors de cette collab ratée, qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps pour Caporal? Quand on va sur le site de la marque, on a l'impression que Caporal, ça se porte plutôt bien. La marque est dispo dans plus de 1500 points de vente. Elle a 136 magasins vraiment dédiés à Caporal et plus de 550 salariés. Ouais, ok, mais ça en vrai c'est une façade. Parce que quand on fait quelques recherches, on peut se rendre compte que ça va pas du tout chez Caporal. Mais quand je dis pas du tout, c'est vraiment, ça va pas quoi. Ambiance redressement judiciaire au tribunal de Marseille les gars. Donc du coup, un Caporal c'est ciao. Alors ça, c'est en théorie. Parce qu'en pratique, une fois qu'il y a eu le redressement judiciaire au tribunal de Marseille, il y a eu des propositions de rachat. Et devinez qui a fait sa proposition de rachat de Caporal les amis. Bien évidemment, vous le voyez venir, Laurent MCLM. Il a voulu faire le coup rêvé. Monter une marque, la revendre super cher, la racheter quand elle est au plus mal pour la faire remonter. Il est pas con les gars. Ah oui. Bon finalement c'est pas son projet qui va être retenu, la marque va être rachetée par Le Temps des Cerises, une marque que j'avais pas non plus entendu parler depuis 2015. Pour moi une marque comme ça aussi pouvait aller mal, mais visiblement ils ont de quoi reprendre et financer un projet comme ça. Et pourquoi ça a été ce projet-là qui a été gardé par le tribunal de commerce? C'est que simplement en fait c'est le projet qui conservait le plus d'emplois et de magasins
Donc généralement, c'est les options qui sont gardées quand il y a une reprise suite à un redressement judiciaire. En tout cas, on pourrait quand même dire bravo à Laurent MCLM parce qu'il a créé quelque chose qui a marqué notre jeunesse. Mais pour moi, aujourd'hui, racheter Caporal, c'était une erreur. Je vois pas comment la marque peut se redynamiser. Et en fait, pour moi, c'est tellement une marque qui a impacté une époque que je pense qu'elle est vraiment rester sur cette époque, soit dans les créations, mais même aussi dans la tête des gens. Et pour moi, aujourd'hui, quand on achète du Caporal, on achète aussi une époque presque, et je vois pas comment, même avec le rachat du temps des cerises et ce qu'elle va essayer d'impulser, la marque pourrait revenir sur le devant de la scène. J'y crois personnellement pas. J'espère que je me trompe, en tout cas j'espère pour eux. Mais j'avoue, je suis un peu pessimiste sur le cas Caporal. C'est tout pour cet épisode 2 de Que sont devenues ces marques, et je pense que c'est mon épisode final. En tout cas, j'ai pas grand chose à dire de plus. J'ai parlé vraiment des marques qui ont impacté mon adolescence et mon enfance. Abercrombie, Thrasher, Ernest par exemple sur l'épisode 1. Là on a fait G-Star, Caporal, Illis. Voilà, c'est vraiment un panorama des marques qui ont vraiment impacté mon enfance personnelle. Et si je parle d'autres marques, ben, je parlerai d'entreprises qui n'ont pas vraiment marqué ma vie et c'est pas le but. J'espère que ça vous aura plu. J'adore regarder ce genre de vidéos, donc je voulais vous en proposer. Mais je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, j'ai passé un bête de moment et c'était cool de rédiger cette vidéo et de repartir un peu, de me replonger dans des souvenirs il y a pas mal d'années maintenant. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour plein de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien les potes. À très bientôt. Ciao.